Donc, ça va me faire plaisir de commencer cette session aujourd'hui en parlant de santé mentale. Donc, mon nom est Rebecca Robillard, je suis chercheure à l'Université d'Ottawa au département de psychologie et chercheure aussi à l'Institut de recherche en santé mentale de l'Université d'Ottawa au Royal. Donc, pour avoir un aperçu de la présentation que je vais faire aujourd'hui, on va répondre à certaines questions critiques comme dormons-nous suffisamment, voir un peu qu'est-ce que le sommeil typique et les rythmes biologiques qui sont hyper importants pour un paquet de facteurs au niveau de la santé physique, mais aussi de la santé mentale. On va parler plus en détail de l'importance du sommeil pour la santé mentale, des habitudes de vie et du sommeil, puis de certaines stratégies pour améliorer le sommeil. Donc, la question qui tue, dormons-nous suffisamment? En fait, il y a certaines études qui estiment qu'environ 45 de la population qui dort moins de 7 heures par nuit. On a seulement 24 de la population qui rapporte avoir une bonne nuit de sommeil seulement de temps en temps. Puis en fait, on sait que ça a des impacts majeurs au niveau sociétal, au niveau des accidents de la route, par exemple, des blessés, des décès qui sont dus à la somnolence à chaque année. Et évidemment, on peut difficilement parler du sommeil et de la santé mentale sans parler des impacts de la pandémie, qui a été un peu une grosse expérience à large spectre auquel la plupart d'entre nous ont dû faire face et on doit encore faire face. Donc, certains de nos résultats de recherche démontrent que le sommeil a vraiment été affecté là, pour plusieurs personnes durant la pandémie. Ce que vous voyez ici, c'est le pourcentage des gens qui ont rapporté avoir des difficultés, soit d'initiation du sommeil, de maintien du sommeil, donc difficulté à rester endormi durant la nuit, des réveils souvent durant la nuit ou des réveils prématurés. Avant la pandémie en bleu pâle versus pendant la pandémie en bleu foncé. Donc, on voit que sur tous ces spectres-là du sommeil, il y a eu davantage de difficultés durant la pandémie. Et en fait, c'est 51 donc une personne sur deux durant la pandémie qui montrait des symptômes d'insomnie comparativement à, on estime, 36 avant la pandémie. Donc, une augmentation quand même assez significative. Et ça s'est accompagné aussi d'une augmentation des médicaments pour le sommeil de 8 Donc, on peut se demander à long terme qu'est-ce qui va se passer au niveau du sommeil chez ces gens-là. Et un point qui est quand même important à garder en tête et intéressant à voir, c'est que ce n'est pas tout le monde qui a réagi de la même façon à la pandémie en termes du sommeil. On a essayé de laisser les données parler par elles-mêmes, puis on a vu qu'il y a 3 groupes principaux qui ont émergé. Donc, 3 groupes de dormeurs, dans le fond. Un groupe qu'on va appeler les lève-tard, qui se sont en fait couchés à peu près à la même heure qu'avant la pandémie, mais ils se sont réveillés plus tard qu'avant la pandémie. Donc, ils ont en fait obtenu plus de sommeil. On a aussi un sous-groupe qu'on va appeler les privés de sommeil, qui se sont couchés plus tard, mais qui se sont levés plus tôt. Donc, ils ont eu un manque de sommeil comparativement aux autres gens. Et les noctambules, eux, se sont couchés plus tard et se sont aussi levés plus tard. Donc, ils ont en fait augmenté ils ont augmenté un peu leur fenêtre de sommeil, mais ils ont surtout eu un délai de la phase du sommeil. Et en fait, ce qui est super intéressant de noter, c'est qu'on a vu les symptômes d'insomnie augmenter de façon plus significative à l'intérieur du groupe qui ont été privés de sommeil ou qui ont eu tendance à avoir un délai de la phase du sommeil. Donc, c'est des résultats quand même assez intéressants dans l'optique où est-ce qu'on voit certains patrons du sommeil qu'on peut contrôler jusqu'à un certain point, l'heure à laquelle on se couche, l'heure à laquelle on se lève, et qui ont eu un impact majeur dans ces changements comportementaux-là qui ont eu lieu durant la pandémie sur notre capacité à bien dormir, mais aussi, en fait, sur notre capacité à gérer les symptômes de stress, d'anxiété, de dépression, qu'on sait aussi qui ont eu une augmentation assez majeure durant la pandémie. Donc, ça renforce vraiment la notion que le sommeil est important pour être capable de bien gérer nos émotions durant la journée.
Un autre point important, intéressant à noter, c'est le changement d'heure qui nous fait en fait perdre ou gagner des heures de sommeil à chaque année, 2 fois par année. Mais l'idée est aussi que ça change nos patrons de sommeil, l'heure à laquelle on dort, on se couche, comme on vient voir tout à l'heure, c'est un facteur qui a quand même un impact sur notre bien-être au niveau de la santé mentale, de la santé physique. Donc, à chaque année, on voit quand même plusieurs personnes, c'est pas tout le monde, mais il y a quand même plusieurs personnes qui ont un moment comme assez difficile autour du changement d'heure. Et Joseph de Coninck et Ashley Nixon vont nous en parler plus en détail quand ils vont donner leur présentation après moi. Donc, je pense que c'est important quand on parle du sommeil aussi de ramener l'importance au continuum des besoins du sommeil. Donc, il y a cette espèce de mythe-là qu'on doit dormir de 7 à 9 heures de sommeil. On entend ça souvent dans les médias. Puis c'est effectivement, on veut protéger le plus possible notre sommeil. On va s'assurer d'avoir une quantité suffisante de sommeil. Ce qui est important de garder en tête, c'est qu'on a tout un spectre de dormeurs à travers la population. Donc, il y a des gens qui ont besoin seulement de 4, 5 ou 6 heures de sommeil pour être capable de bien fonctionner. Donc, ils n'ont pas nécessairement d'impact négatif sur leur santé. Et on a à l'inverse des gens aussi qui ont besoin de beaucoup plus de sommeil, donc de 10, 11, 12 heures de sommeil. Et c'est important, bref, d'écouter son corps et d'aller chercher la quantité de sommeil dont on a besoin. Je veux parler quand même rapidement de l'horloge biologique qui, on sait maintenant, est un centre dans notre cerveau qui est ramifié à plusieurs autres centres à travers le cerveau puis le corps. Donc, il va venir réguler un paquet de fonctions biologiques, mais aussi mentales, intellectuelles, pour nous aider à fonctionner de façon optimale pendant la journée, puis à bien dormir pendant la nuit. Donc, cette horloge-là garde l'heure à l'interne dans notre corps pour être capable de réguler un paquet de fonctions physiologiques comme ce que vous voyez dans les petits panneaux là, à la droite. Par exemple, la température corporelle qui va diminuer durant la nuit, nos hormones d'activation, de stress qui sont aussi importants pour être capable d'être bien réveillé durant la journée, qui vont augmenter le matin, les hormones de sommeil qui vont augmenter le soir. Donc, toute cette mécanique-là, une horloge qui est très, très précise, qui nous permet de bien réguler le corps puis notre fonctionnement sur le plan cognitif aussi à travers la journée. Et cette horloge-là, elle est interne, elle est à l'intérieur de notre corps, mais elle est en interaction constante avec l'environnement extérieur. Et donc, elle doit être tout le temps synchronisée pour être sûr que notre heure interne fonctionne avec l'heure du soleil qui se lève et qui se couche et l'heure de nos pairs dans la société, etc. Donc, on utilise des synchronisateurs externes pour être capable de bien resynchroniser notre horloge interne. Et un des synchronisateurs les plus puissants, c'est vraiment la lumière. Donc, le matin, une forte lumière va nous aider à se réveiller plus facilement versus le soir, la lumière va venir supprimer nos hormones de sommeil, donc va faire en sorte que c'est plus difficile de s'endormir. Je plonge maintenant au niveau de l'importance du sommeil pour la santé mentale. On a plusieurs indications maintenant qu'il y a une relation bidirectionnelle entre les problèmes de sommeil puis les problèmes de santé mentale. Quand on ne dort pas bien, on a tendance à être de mauvaise humeur, on a tendance à être irritable, on a des biais négatifs dans notre perception du monde, on a tendance à ruminer, à avoir ces idées noires qui tournent tout le temps. Évidemment, quand on ne va pas bien sur le plan de la santé mentale, mais c'est difficile de dormir, d'avoir un bon sommeil récupérateur. Donc, on a vraiment un cercle vicieux qui peut se créer entre les problèmes de sommeil puis les problèmes de santé mentale. Vous avez peut-être déjà entendu parler du cortex frontal qui est un peu notre centre plus rationnel du cerveau que vous voyez ici à l'avant du cerveau, puis notre amygdale qui est un centre plus émotionnel qui est impliqué dans la réaction des émotions, le stress, etc. On sait sur le plan de la neuroanatomie, de la neurophysiologie, que la partie rationnelle du cerveau va venir inhiber de façon fréquente l'activité de l'amygdale pour pouvoir, et en fait la moduler, pas juste l'inhiber parce que c'est important, on
veut évidemment être capable de bien réguler nos émotions, mais on veut le faire d'une façon rationnelle, pondérée, qui tient en compte tous les facteurs importants. Donc, c'est la façon dont le cerveau fonctionne de façon très simplifiée durant le jour. Et en fait, ce qu'on sait durant la nuit, la relation entre les deux, la connexion entre la partie plus rationnelle de notre cerveau, le cortex frontal, et la partie plus émotionnelle de notre cerveau, l'amygdale, s'affaiblit. Puis le signal de l'amygdale va devenir plus active. Donc, on devient en fait plus prompt à justement tourner en rond dans nos idées négatives, avoir de la difficulté à relativiser, à mettre les choses en perspective, à faire de la résolution de problèmes qui va être efficace en étant capable de bien gérer nos émotions. Donc, le point pour lequel je rentre un peu dans la physiologie ici, c'est juste pour mettre l'emphase sur le point que durant la nuit, on est vraiment moins bien équipé pour être capable de faire face aux défis sur le plan de la santé mentale. Donc, ce n'est pas le meilleur moment pour essayer de gérer tout ça. Donc, et malheureusement, naturellement, notre cerveau va avoir tendance à pousser ces émotions négatives-là aussi plus vers le soir, vers la nuit. Donc, c'est un peu en lien avec le petit hamster là, qui tourne dans notre tête, souvent derrière, pendant qu'on essaie de se coucher. C'est vraiment parce que il y a un débalancement là, dans ces parties-là du cerveau. Donc, le point ici, je pense, à retenir, c'est qu'il faut en prendre conscience, il faut l'accepter quand ça arrive, puis passer à d'autres choses. Donc, se dire que ben, là, en ce moment, c'est vraiment pas le meilleur moment pour essayer de régler mes problèmes. Je vais les réattaquer demain matin après une bonne nuit de sommeil, puis je vais être probablement mieux équipée pour le faire. Donc, bref, quand on ne dort pas, on a une capacité réduite à faire face au stress, à gérer nos émotions. On a plus d'irritabilité, plus de colère, plus d'humeur dépressive, de tension, d'anxiété. Et donc, tout ça va intensifier nos réactions émotionnelles, l'impulsivité aussi. Puis, en fait, je voulais juste vous présenter rapidement, c'est une diapo peut-être un peu complexe, mais qui recense là, plusieurs études scientifiques qui ont été faites avec des mesures objectives du sommeil à l'intérieur de plusieurs sous-groupes diagnostiques au niveau des problèmes de santé mentale, donc des problèmes de troubles anxieux comme la dépression majeure, par exemple, de troubles de l'humeur comme la dépression majeure, de troubles anxieux, même de problèmes au niveau de la personnalité limite ou de la schizophrénie. Puis, en fait, ces études-là qui ont commencé à mettre toutes ces données-là ensemble concluent qu'il y a vraiment une constellation de plusieurs altérations au niveau du sommeil qui permet de mieux définir les troubles mentaux versus des altérations là, dans une seule variable de sommeil. Donc, on parle, par exemple, de la continuité de sommeil, d'être capable de passer toute la nuit sans trop se réveiller, de la profondeur du sommeil, donc comment on réussit à aller chercher du sommeil lent profond qui va être bien récupérateur. Il y a aussi plusieurs anomalies qu'on note dans plusieurs problèmes de santé mentale au niveau du sommeil REM, du sommeil paradoxal, qui est le stade du sommeil dans lequel on rêve souvent. Donc, c'est un autre facteur commun qui va venir affecter plusieurs personnes qui souffrent de différents troubles de maladies mentales. Donc, il n'y a pas aucune variable de sommeil spécifique à un trouble mental spécifique. Et plusieurs troubles mentaux vont partager différents profils de sommeil. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de travail encore à faire pour mieux comprendre les différents profils de sommeil qui sont altérés dans différentes pathologies au niveau de la santé mentale, dans l'optique de mieux comprendre et de mieux intervenir aussi, évidemment. On parlait tout à l'heure de l'horloge biologique. J'amenais ces discours-là parce qu'évidemment, c'est important pour la santé mentale aussi. Vous avez ici les résultats d'une étude qu'on a faite à travers un échantillon de 500 jeunes qui avaient différents troubles mentaux, donc qu'on parle de troubles psychotiques comme la schizophrénie, de troubles bipolaires, de troubles d'anxiété ou de dépression. Et en fait, on a vu ici ce que vous voyez avec dans le diagramme, c'est les scores sur un questionnaire qui nous parle à quel point l'horloge biologique pousse plus vers le matin ou plus vers le soir. Donc, est-ce qu'on est plus un type hibou qui se couche tard, qui se lève tard, ou on est plus un type matin? Puis, on voit en fait que comparativement à des personnes qui sont en bonne santé mentale,
tous les différents groupes de jeunes qui souffraient de problèmes de santé mentale avaient ce qu'on appelle un chronotype, donc une horloge biologique qui tend à poser plus vers le soir. Donc, difficulté à se lever le matin, difficulté à se coucher tôt aussi, qui semble être, encore une fois, un facteur un peu transdiagnostique à travers plusieurs pathologies au niveau de la santé mentale. On parlait à quel point tout à l'heure l'horloge biologique est importante pour réguler tout un paquet de fonctions physiologiques, donc de la température corporelle aux hormones de stress comme le cortisol, aux hormones de sommeil comme la mélatonine que vous voyez en bleu. Et donc, le positionnement de la période de sommeil par rapport à tous ces marqueurs-là est hyper important. Et ce qu'on observe, c'est que si on déplace la période de sommeil par rapport à ces rythmes endogènes-là, donc par exemple, quand on fait un voyage transméridien où on change de pays, on change d'heure, ou par exemple, si on est en période de changement d'heure à cause au printemps ou à l'automne, on risque de débalancer la relation entre la période de sommeil puis ces différents marqueurs physiologiques-là. Et en fait, il y a plusieurs études qui ont montré, même de façon expérimentale, si chez des personnes qui sont en bonne santé mentale, si on fait ce type de mouvement-là de la période de sommeil, on obtient en fait une augmentation des troubles de l'humeur. Les gens se disent de moins bonne humeur, en fait, après avoir subi ce type de perturbation-là. Donc, ça fait juste mettre l'emphase sur le fait qu'on sait même d'un point de vue mécanistique que le sommeil et les rythmes biologiques vont être un facteur important pour affecter notre capacité à gérer nos émotions puis la santé mentale. Puis en fait, je reprends un peu le même type de diagramme ici pour vous montrer ce qu'on a observé avec certaines de ces mesures-là objectives biologiques chez un sous-groupe de jeunes avec des troubles de l'humeur. Donc, ce que vous voyez ici, c'est avec la ligne bleue, c'est ce qu'on appelle le dim light melatonin onset, donc le moment où est-ce que notre cerveau commence à produire la mélatonine, cette hormone qui est importante pour être capable de s'endormir et de rester endormi aussi. Donc, classiquement, notre cerveau va commencer à produire sa propre mélatonine à peu près 2 heures avant l'heure habituelle de sommeil. Ce qu'on a observé chez notre groupe de jeunes avec des problèmes d'humeur, c'est que la sécrétion de mélatonine dans le cerveau était repoussée beaucoup plus tard, au point tel qu'au moment où est-ce qu'à l'heure habituelle de coucher, où est-ce que ces jeunes-là essayaient d'aller dormir, leur cerveau est vraiment pas prêt à initier, à maintenir le sommeil aussi. Donc, c'est un des facteurs, en fait, qui explique une partie des difficultés de sommeil dans ces populations-là. Et en fait, un point important, c'est que ces shifts-là au niveau de l'horloge biologique et des différents signaux physiologiques de notre horloge étaient associés non pas juste à une désynchronisation de l'horloge biologique, mais aussi à des symptômes dépressifs plus sévères, des symptômes hypomaniaques plus sévères aussi. On sait que surtout chez les jeunes qui souffrent de troubles de l'humeur, parfois au début, on peut commencer avec un épisode dépressif, puis s'en aller lentement pas vite vers un trouble bipolaire. Donc, probablement que les difficultés de sommeil, les difficultés de l'horloge biologique pourraient être un des facteurs qui pousserait vers ces changements-là aussi, même chez ceux qui n'ont pas encore un trouble bipolaire avéré. Ça, c'est très, très petit, mais c'est juste pour montrer de façon plus générale, même au niveau de la population canadienne. Vous avez ici les résultats d'une large étude au-dessus de 10 millions de Canadiens qui a montré vraiment une forte association entre un moindre bien-être psychologique et des durées de sommeil extrêmes, qu'on parle de moins de 5 heures ou de plus de 10 heures, donc les courts dormeurs et les plus longs dormeurs, et aussi les gens qui avaient des symptômes d'insomnie. Et en fait, dans une autre étude, un peu plus tard, on a essayé de pousser un peu plus creux puis de voir vraiment à l'intérieur d'un échantillon représentatif de la population canadienne, premièrement, de confirmer les gens qui rapportaient avoir un diagnostic de trouble mental. Donc, on a trouvé que c'était 18% de notre échantillon, donc à peu près une personne sur 5, telles que sont démontrées par les statistiques au niveau canadien. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on voit que dans le groupe qui avait des problèmes de santé mentale, on a 80% des gens qui rapportaient avoir des symptômes d'au moins
un trouble du sommeil versus 43% chez le reste de la population qui n'avait pas de symptômes, de syndrome de troubles mentaux. Donc, quand même une augmentation majeure, beaucoup plus de problèmes de sommeil chez ceux qui ont des troubles mentaux. Puis, c'est intéressant de noter, souvent on associe les difficultés sur le plan de la santé mentale à l'insomnie. Et effectivement, ce que vous voyez ici, c'est en bleu pâle le pourcentage de gens qui rapportaient des symptômes de différentes pathologies du sommeil chez ceux qui n'avaient pas de problèmes de santé mentale en bleu pâle et chez ceux qui avaient des problèmes de santé mentale en bleu foncé. Et on voit qu'il y a une augmentation majeure des problèmes d'insomnie, mais aussi des problèmes d'apnée de sommeil, des problèmes de bruxisme, des problèmes de cauchemar, de somnambulisme, de d'autres pathologies du sommeil reliées au mouvement et même d'hypersomnie chez le sous-groupe qui avait des problèmes de santé mentale versus la population en général. Donc, je pense qu'il faut, le message ici, c'est vraiment d'élargir nos horizons dans notre compréhension des aspects du sommeil qui sont affectés quand on a des problèmes de santé mentale qui vont évidemment beaucoup plus largement que juste l'insomnie. Et ça, c'est important à garder en tête parce qu'évidemment, toutes ces différentes pathologies là, du sommeil ne se traiteront pas nécessairement de la même façon. Donc, il faut essayer d'être vraiment à l'affût pour voir où est le problème. Un exemple quand même assez intéressant puis concret, ici vous voyez des données d'une étude qu'on a menée chez des jeunes adolescents qui avaient une dépression réfractaire au traitement. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment essayé pendant plusieurs mois, voire des années, différents types de médicaments contre la dépression. On ne s'en sort pas. Il n'y a pas d'amélioration significative sur le plan de la dépression. Et on a amené un sous-groupe aléatoire de ces jeunes-là en laboratoire. On a mesuré leur sommeil. On a mesuré aussi leur respiration pendant le sommeil. Et on a trouvé en fait qu'il y avait environ une personne sur deux qui avait des apnées de sommeil qui étaient insoupçonnées. Ce que vous voyez ici sur le diagramme, c'est sur l'axe des X horizontales, la sévérité des symptômes de dépression résiduelle, malgré le fait que les gens avaient essayé différents traitements. Et sur l'axe vertical, la sévérité des troubles respiratoires pendant le sommeil. Donc, plus les gens avaient des arrêts respiratoires pendant le sommeil, plus aussi ils avaient des symptômes dépressifs, malgré le fait qu'ils recevaient des traitements. Donc, évidemment, les apnées de sommeil, c'est une maladie qui, malheureusement, est souvent insoupçonnée. Les gens, on sait, par exemple, qu'on est insomniaque, mais on ne sait pas nécessairement qu'on arrête de respirer pendant notre sommeil. Donc, c'est pour ça que c'est une maladie qui est quand même assez insidieuse. Et si elle n'est pas traitée, ce que ça cause, c'est plusieurs arrêts respiratoires. Donc, notre cerveau manque d'air de façon répétée durant la nuit, ce qui peut créer des dommages à long terme. Et on sait que dans la symptomatologie des apnées de sommeil, on a souvent des problèmes d'humeur, d'irritabilité, etc. Donc, un peu un pont commun avec certains symptômes de la dépression, ce qui nous porte à croire qu'il y a peut-être un certain pourcentage des gens qui ne répondent pas au traitement classique pour la dépression, qui, dans le fond, ne répondent pas au traitement parce qu'on n'adresse pas certains des problèmes sous-jacents, comme par exemple les problèmes de sommeil, comme par exemple les apnées de sommeil, qui peuvent en fait renforcer la pathophysiologie de la dépression. Et donc, si ce n'est pas traité, c'est sûr que ça va être difficile pour la personne d'aller mieux. Ici, vous voyez rapidement un graphique qui vous montre la relation entre la progression des symptômes d'insomnie, la fréquence des symptômes d'insomnie, puis les idées suicidaires. Donc, on sait, même chez les gens qui n'ont pas de troubles mentaux avérés dans la population générale, quand on a des difficultés de sommeil, c'est souvent lié à des idéations suicidaires. On voit aussi certaines recherches qui émergent qui démontrent que à cause du manque de sommeil, le cerveau va être altéré, donc nos capacités à gérer pas juste les émotions, mais aussi nos comportements, donc d'inhiber aussi certains comportements qui pourraient être nocifs et sont altérés. Donc, quand même un point assez important à garder en tête. Un autre point intéressant que je veux soulever rapidement, c'est les interactions entre le sommeil, la santé mentale et la santé physique. Il y a beaucoup d'études maintenant qui démontrent que quand on a un problème de sommeil, on est plus à risque de différents problèmes sur le plan de la santé physique, notamment les problèmes de santé cardiovasculaire.
Il y a un plus récent pan de littérature qui nous montre en fait que les différentes pathologies au niveau de la santé mentale vont aussi avoir des impacts nocifs sur la santé physique, comme par exemple la santé cardiovasculaire. Donc, on sait que nos gens qui sont déprimés ont tendance à avoir plus de difficultés sur le plan de la santé cardiovasculaire. Et il y a une étude qui a été menée à l'Université Laval à Québec dans un gros échantillon de la population québécoise qui a montré que les gens qui ont et des problèmes de sommeil et des problèmes de dépression vont avoir encore un plus gros risque au niveau de la santé cardiovasculaire. Donc, on voit vraiment une interaction entre les problèmes de sommeil et les problèmes de santé mentale qui vont venir affecter là, des aspects importants de la santé physique. Un point important à noter aussi, on sait que les problèmes de sommeil étaient précédemment considérés comme des symptômes des troubles mentaux, un peu comme un épiphénomène par exemple, de la dépression. Donc, même les psychiatres, les docteurs se disaient, si je traite la dépression, les problèmes de sommeil vont automatiquement s'en aller, évidemment, après. Donc, on ne portait pas trop attention aux problèmes de sommeil. Mais maintenant, il y a un peu une révolution au niveau de la psychiatrie aussi, où est-ce qu'on a vraiment cette reconnaissance que les problèmes de sommeil peuvent activement contribuer à l'émergence des problèmes de santé mentale, donc au début des problèmes de santé mentale ou à leur maintien à travers le temps, notamment à travers une plus faible réponse au traitement psychiatrique. Donc, on sait maintenant que aussi plusieurs de ces difficultés-là de sommeil qui surviennent durant l'enfance peuvent être des précurseurs aux troubles mentaux. Donc, si on a des difficultés à dormir quand on est enfant, adolescent, à l'âge adulte, on va être plus à risque d'avoir des problèmes de santé mentale, notamment des problèmes d'anxiété. Et les problèmes de sommeil vont laisser présager une plus faible réponse au traitement psychiatrique. Il y a un risque de rechute plus élevé aussi une fois que les gens se sont remis de leurs difficultés sur le plan de la santé mentale. Donc, on peut se demander la question de l'œuf ou la poule, qu'est-ce qui vient en premier, les problèmes de sommeil, les problèmes de santé mentale. Il y a une large étude chez les Européens de l'Ouest qui a montré que l'insomnie va souvent précéder les symptômes dépressifs dans 40% des cas, mais va commencer en même temps que les symptômes anxieux dans 38% des cas, puis après les symptômes anxieux dans 34% des cas. Donc, on essaie de comprendre qu'est-ce qui vient avant quoi, mais il y a, je pense, un mouvement pour se désintéresser de cette question-là parce qu'en bout de ligne, on sait que peu importe ce qui commence en premier, les troubles de sommeil vont toujours empirer le profil clinique, le décours sur le plan longitudinal, de comment les gens vont pouvoir se sortir de leurs problèmes de santé mentale. Et on sait de façon plus importante aussi que l'amélioration du sommeil va venir faciliter nos capacités d'adaptation et une meilleure santé mentale. Donc, il y a maintenant tout un pan de recherche qui porte à essayer de démontrer puis de développer des nouvelles façons d'intervenir pour supporter le sommeil afin d'atteindre une meilleure santé mentale. Je vous montre quelques exemples. Premièrement, c'était évident que si le sommeil est vraiment important, notamment pour la santé cognitive, pour le fonctionnement du cerveau, on sait maintenant qu'il y a 60% du nettoyage du cerveau qui se produit pendant le sommeil. Si nos capacités intellectuelles sont plus solides, évidemment, on est mieux équipé aussi pour s'engager de façon productive en psychothérapie et avoir des gains, parce que pour ceux qui se sont investis dans la psychothérapie, c'est quand même un processus qui est exigeant, qui est demandant, qui nous demande de s'adapter, de réfléchir, de revoir nos façons de penser. Si on est privé de sommeil puis on a de la difficulté à se concentrer, à se souvenir des problèmes de mémoire, etc., bien, c'est sûr que ça pose des défis additionnels. Je veux mentionner absolument la thérapie cognitivo-comportementale pour l'insomnie ou TCCI en cours, CBTI en anglais. C'est censé être le traitement de première ligne pour régler les problèmes d'insomnie avant même qu'on commence, par exemple, des médicaments pour le sommeil. Et l'idée de ce traitement-là, c'est vraiment de venir cibler les facteurs qu'on sait qui sont importants pour le développement de l'insomnie chronique. Donc, ce que vous voyez ici, c'est le modèle classique là, du développement de l'insomnie où est-ce qu'on a tous un certain niveau
prédisposants pour l'insomnie. Donc, dépendamment de si on est un homme, une femme, de notre âge, de notre prédisposition génétique aussi, on va avoir un plus haut ou un plus faible risque de faire de l'insomnie. Habituellement, ces facteurs-là ne sont pas des facteurs sur lesquels on peut intervenir très, très facilement. Se surajoutent à ça certains facteurs précipitants que vous voyez en rose ici. Donc, par exemple, la pandémie qui augmente le niveau de stress, qui nous déstabilise. Puis là, oups, le sommeil prend un peu le bord. On a des difficultés d'insomnie qui sont accrues, qui sont temporaires. Et habituellement, au fur et à mesure que le temps passe, ces facteurs précipitants-là se dissipent et notre sommeil devrait revenir à sa normale. Mais il y a certainement certains facteurs perpétuants comme des idées qu'on peut développer par rapport au sommeil, nos préoccupations, nos pensées qui deviennent centrées par rapport à nos problèmes de sommeil, ainsi que certains comportements comme le fait d'essayer de maximiser son sommeil en passant plus de temps au lit, par exemple, peuvent faire en sorte que ça va maintenir nos problèmes de sommeil. Donc, étant donné qu'on ne peut pas jouer trop sur nos facteurs prédisposants, on ne peut pas se mettre dans une sphère de protection puis s'assurer qu'on ne sera jamais exposé au stress. Donc, on ne peut pas contrôler les facteurs précipitants, mais on peut contrôler ou travailler sur nos pensées, nos perceptions par rapport au sommeil et nos comportements par rapport au sommeil. Donc, c'est vraiment ce sur quoi la thérapie cognitivo-comportementale pour l'insomnie va venir se baser. On va venir travailler sur des manipulations concrètes du cycle éveil-sommeil, adaptées à chaque individu pour venir restaurer les mécanismes du sommeil. Je me dois de mentionner l'exercice physique aussi, surtout l'exercice cardiovasculaire, donc tout ce qui fait pomper notre cœur. On sait que c'est un facteur important pour aider à améliorer le sommeil, améliorer les rythmes biologiques et la santé mentale aussi. Un autre point intéressant qu'on peut utiliser est la luminothérapie. On a vu comment la lumière est le synchronisateur externe le plus puissant pour venir réajuster notre horloge biologique qui est souvent désajustée quand on a des problèmes de santé mentale. Donc, ce que vous voyez ici, c'est des exemples de boîtes lumineuses qu'on peut mettre sur notre bureau. On a maintenant aussi des lunettes qu'on peut porter avec des lumières intégrées. Donc, différents outils qu'on peut utiliser pour faire de la luminothérapie pour vraiment augmenter notre quantité de lumière vive à différents moments de la journée. Puis en fait, le point central, c'est justement ça, le moment de la journée. On veut essayer d'augmenter notre lumière le matin et de la diminuer le soir. Donc, comme vous voyez à l'image qui est en bas, toutes les tablettes, les ordinateurs, les téléphones intelligents, si on y pense à quelque part, ce sont tous des mini-lampes. Donc, c'est un point quand même assez important de garder ça en tête. Si on s'expose à cette lumière-là le soir, mais en fait, on diminue, on supprime notre mélatonine, l'hormone importante pour le sommeil, donc on diminue nos chances d'être capable de s'endormir, de rester bien endormi. Puis je mentionnais tout à l'heure, vous allez sûrement trouver toutes sortes de gadgets en ligne pour la luminothérapie qui sont maintenant relativement facilement accessibles. Mais ce qui est le plus accessible puis hyper efficace aussi, c'est simplement d'aller dehors. Si vous pouvez faire de l'exercice en plus, si vous pouvez passer du temps en nature, mais c'est tous des facteurs qui peuvent aider. Mais on sait qu'on a besoin d'une lumière très vive. Donc, la lumière qu'on a à l'intérieur n'est pas suffisante. En fait, le tableau que vous avez juste à côté sont les résultats d'une étude qui ont été menée justement par Ashley Nixon, qui va venir donner la prochaine conférence, qui montre chez un groupe de jeunes avec des problèmes de dépression, une association forte entre des changements dans l'humeur et des changements dans la facilité à s'endormir après avoir complété plusieurs semaines de luminothérapie avec ce type d'outil-là. Donc, en encourageant les gens à influencer quelque chose d'aussi simple que les patrons d'exposition à la lumière pendant la journée, d'augmenter la lumière le matin, diminuer la lumière le soir, on est capable, pour certaines personnes, de réaligner l'horloge biologique, de faciliter l'endormissement et ça, c'est directement associé à des améliorations sur le plan de l'humeur. Donc, stratégie intéressante à garder en tête qui peut être ajoutée, par exemple, à l'utilisation de médicaments pour la dépression ou pour d'autres problèmes de santé mentale.
Juste rapidement, plusieurs trucs pour essayer d'améliorer notre hygiène du sommeil. Puis je suis certaine que Dr. Dangvu va aussi nous en parler un peu plus tard aujourd'hui. Évidemment, on veut essayer de contrôler le plus optimalement notre quantité de caféine qu'on prend durant la journée. On sait que la caféine va rester dans notre système pendant quand même plusieurs heures, donc important de minimiser le café en l'après-midi, surtout si on a des problèmes de sommeil. La nicotine, l'alcool, c'est quand même, donc la cigarette, c'est quand même un point un peu surprenant dans le sens où est-ce que souvent on va fumer une cigarette, on va se sentir plus relax, plus détendu, donc les gens vont peut-être avoir tendance à fumer avant d'aller se coucher pour aider à relaxer avant l'heure du sommeil. Par contre, ce qu'on oublie, c'est que la cigarette, la nicotine, est en fait un stimulant du système nerveux central. Donc oui, on est peut-être plus relax, plus détendu, mais notre cerveau, lui, est bien allumé. Donc pas une bonne idée de fumer, surtout proche de l'heure du coucher. L'alcool est un peu difficile à gérer dans le sens que on va, oui, s'endormir plus rapidement après avoir pris de l'alcool. Donc, certaines personnes peuvent être tentées un peu de faire d'automédicamentation avec l'alcool, mais par contre, ce qui est important de garder en tête, c'est que l'alcool va, après ça, durant la nuit, affaiblir notre sommeil. Donc, on va avoir tendance à avoir plus de réveils durant la nuit, un sommeil de moindre qualité, moins de sommeil lent profond. Donc, l'alcool n'est pas une bonne idée à long terme. Oui, ça peut nous permettre de s'endormir plus vite, mais après ça, les problèmes surviennent durant la nuit et évidemment, il y a une tolérance qui peut se bâtir après un certain temps. Comme on disait tout à l'heure, utiliser la lumière à son plein potentiel pour essayer de maximiser le signal de l'horloge biologique, l'exercice cardiovasculaire et éviter les repas lourds le soir. On veut aussi faire attention à notre environnement de sommeil, donc maintenir un environnement qui est propice au sommeil au niveau de nos draps, s'assurer qu'on a des oreillers, un matelas qui est confortable, qu'on n'aura pas trop de lumière aussi qui peuvent interférer avec le sommeil, une température qui est relativement basse aussi pour pouvoir faciliter cette chute de température normale qu'on doit avoir durant le sommeil. On veut aussi essayer de maintenir un horaire de sommeil le plus constant possible. Une des choses qu'on observe souvent chez les gens qui ont des problèmes de santé mentale, c'est une variabilité très, très élevée au niveau des cycles éveil-sommeil. On veut aussi éviter les réveils matins dans la chambre ou de vérifier son téléphone trop souvent durant la nuit. L'heure est rarement une bonne nouvelle quand on a de la difficulté à s'endormir. Soit il est rendu trop tard puis on est très, très stressé de ne pas avoir bien dormi puis qu'il faut se lever dans quelques heures pour partir notre journée ou on est découragé parce qu'on n'arrive pas à s'endormir puis il nous reste encore 8 heures avant que la journée parte. Donc, rarement une bonne idée de regarder notre réveil matin. C'est mieux de le tenir à l'écart. Évidemment, éviter d'utiliser des appareils électroniques près de l'heure du coucher et essayer de prendre du temps pour se mettre dans un bon état d'esprit avant de se coucher. Développer un certain rituel avant le sommeil pour être capable de ne pas passer de façon très, très rapide à un mode actif à « ben là, je dois dormir sur commande » parce que souvent, ça ne vient pas aussi facilement. Mais ces problèmes-là sont pas, ces stratégies-là sont bien utiles, mais ne sont pas toujours suffisantes pour tout le monde. C'est important aussi de garder en vue certains signes qu'on peut avoir un trouble du sommeil pour pouvoir vraiment aller chercher de l'aide supplémentaire. Donc, si on a par exemple des difficultés persistantes à s'endormir ou à rester endormi qui vont affecter notre capacité à fonctionner pendant la journée, si on se sent très somnolent pendant la journée, même si on sent qu'on dort suffisamment pendant la nuit, ça peut être un signe, par exemple, d'apnée de sommeil. Si on se fait dire qu'on arrête de respirer pendant la nuit, si votre partenaire de lit remarque qu'il y a des irrégularités au niveau de votre respiration, c'est un signe qu'il faudrait peut-être aller faire des tests en laboratoire. Si on a des inconforts dans les jambes, ça peut être un signe d'une pathologie au niveau des mouvements pour le sommeil. Évidemment, les cauchemars aussi, c'est quelque chose qui se traite avec des thérapies spécifiques. Et donc,
Sur ce, je m'arrête ici. Je vous partage certaines ressources, dont Dormez là-dessus Canada, Sleep on It Canada, qui est un nouveau site web qui a été monté par la communauté canadienne du sommeil pour pouvoir partager là, plusieurs informations basées sur la science pour le sommeil. Vous avez aussi d'autres références là. Et si vous voulez vous impliquer dans différents projets de recherche, dont des projets avec des interventions pour le sommeil, vous avez notre adresse courriel pour nous contacter. On fait des études aussi qui se font à distance, donc qui pourraient se faire à partir de n'importe où. Donc voilà, merci. Et là, je ne sais pas si on peut voir certaines questions rapidement. Allô? Oui. Merci beaucoup, Madame Robillard. C'était vraiment très intéressant. Donc, on a 4 questions. On va commencer avec, donc, vous avez parlé des longues dormeurs et des courts dormeurs. Donc, ce n'est pas vrai que chaque adulte en a besoin de 8 heures de sommeil chaque nuit, mais ça dépend de la personne. Donc, d'où vient cette idée fausse qui est très répandue dans les sociétés? Oui, en fait, c'est une excellente question. En fait, ça nous vient d'études qui sont basées sur un débit expérimental qui est basé sur des associations. Donc, si on voit au niveau de la population générale, effectivement, on a une courbe normale où est-ce que la plupart des gens vont dormir de 7 à 9 heures. On a des extrêmes dans chacun des groupes et on a effectivement une surreprésentation des gens, par exemple, qui vont avoir des problèmes de santé mentale, des problèmes de santé cardiovasculaire, de problèmes sur le plan de la santé physique, dans chacun de ces extrêmes-là. Mais est-ce que, par exemple, les gens qui sont dans l'extrême où est-ce qu'ils ont besoin de plus de sommeil, où ils dorment plus longtemps, est-ce qu'ils se retrouvent dans cet extrême-là parce que le fait qu'ils dorment plus cause les problèmes par exemple, de santé cardiovasculaire ou les problèmes de santé mentale, ou est-ce qu'ils dorment plus pour bénéficier des effets du sommeil, par exemple, pour que le corps facilite des processus de restauration, tant sur le plan de la santé physique que de la santé mentale. Donc, ce type d'étude-là, qui est avec souvent des échantillons très, très larges, qui va démontrer des associations entre des pathologies puis des problèmes de sommeil, ne nous permet pas de voir, de décortiquer, de disséquer qu'est-ce qui est la cause et qu'est-ce qui est l'effet. Donc, c'est pour ça qu'il faut prendre ça avec un grain de sel. Puis on sait que dans ces extrêmes-là, on a aussi un certain pourcentage de gens qui dorment très peu, par exemple, mais qui vont très, très bien. Donc, c'est ça, il faut éviter aussi d'être trop préoccupé par ça. Il faut essayer de vraiment écouter son corps pour aller chercher la quantité de sommeil dont on a personnellement besoin. Merci. Merci beaucoup. Je crois qu'on